L'âge de pierre fut probablement la période la plus importante de notre histoire, faisant passer l'homme de bisu de la savane à maître du monde. Il débuta il y a près de 3,4 millions d'années et prit fin il y a environ 2000 ans avant Jésus-Christ avec le travail des métaux. Et bien que l'âge de pierre puisse nous sembler archaïque, il joue un rôle majeur dans le développement de notre espèce et fut une étape nécessaire pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Autrement dit, pas d'âge de pierre, pas d'iPad. Et même si ce n'est pas une règle absolue, beaucoup de comportementalistes pensent que pour n'importe quelle espèce animale, l'âge de pierre est une étape presque obligatoire pour ensuite développer des technologies plus avancées. Un peu comme dans certains jeux vidéo. C'est pourquoi tant de gens sont excités et s'intéressent aux animaux ayant montré des signes indiquant qu'ils seraient rentrés dans leur propre âge de pierre. Ainsi, au fil des années, divers chercheurs rapportèrent que certains animaux auraient déjà atteint ce niveau technologique, avec notamment des chimpanzés, des macaques à longue queue de Birmanie et des singes capucins au Brésil, montrant des signes d'utilisation d'outils en pierre, principalement pour ouvrir des aliments solides. Or, dans le cas des capucins, il existe même des preuves que ce comportement remonterait à plus de 3000 ans, avec des pierres portant des traces d'utilisation répétées retrouvées dans la savane du Cerrado. Ceci montre que ce comportement remonte à des millénaires, avec des primates utilisant déjà des pierres de tailles et de formes variées pour frapper des noix et creuser leur environnement. Ce qui amène beaucoup à se demander comment nos petits cousins s'en sortiront à l'avenir. Cependant, même si tous ces animaux semblent être entrés dans l'âge de pierre assez récemment, cela fait tout de même un sacré bout de temps que la vie existe sur notre planète. Et qui sait combien d'animaux préhistoriques auraient atteint l'âge de pierre avant de s'éteindre ? Et bien sûr, en bon paléogeek que je suis, je me suis aussi demandé si nos amis les dinosaures avaient aussi eu leur propre âge de pierre à un moment donné. Après tout, ce groupe dominait la Terre pendant plus de 160 millions d'années, survécut à de nombreuses extinctions mineures et une majeure, et produit un nombre absolument incroyable d'espèces et de familles différentes. Ce qui, à mes yeux, leur aurait donné une assez bonne chance de produire au moins une espèce particulièrement intelligente durant leur règne. Du coup, est-ce que les dinosaures ont atteint l'âge de pierre ? Attention, roulement de tambour. Non. Mais à nuancer. Voyez-vous, tout au long de l'histoire de la paléontologie, on n'a jamais trouvé de preuves solides d'utilisation d'outils chez les dinosaures. Et ce, peu importe le groupe, le lieu ou l'époque d'ailleurs. Et par extension, aucun outil en pierre ne leur fut attribué non plus. Donc, d'après le registre fossile, ils n'atteignirent jamais l'âge de pierre. Mais voilà la nuance, c'est que le registre fossile n'est pas exactement parfait en termes de conservation. À vrai dire, concernant les os, on estime que moins d'1 sur 1 million est réellement fossilisé. Et ce ne sont que les os, ce qui signifie qu'il existait beaucoup de choses qui ne seront jamais retrouvées à cause du passage du temps. Donc, l'absence de preuves d'utilisation d'outils par les dinosaures ne signifie pas à 100% qu'ils n'en ont jamais utilisé. Et au fil des années, certains paléontologues ont avancé des arguments semblant suggérer que les dinosaures étaient peut-être plus avancés sur l'arbre technologique qu'on ne le penserait au premier abord. Alors certes, ces arguments sont plutôt controversés, mais ils soulèvent des points assez intéressants, et puis bon, ça fait une super expérience de pensée quand même. Déjà, tous les dinosaures n'étaient pas égaux en termes d'intelligence, et vu leur extrême diversité morphologique, c'est plutôt logique. À vrai dire, le rapport masse du cerveau, masse corporelle, variait énormément d'une espèce à l'autre, et la plupart des dinosaures auraient été limités, on va dire. Récemment, nous avons vu le Stegosaurus et ses 5 tonnes, qui n'avait pourtant qu'un cerveau de la taille d'une noix, ou d'une vieille saucisse tordue si vous préférez. Tandis que les plus grands dinosaures, les sauropodes, avaient des cerveaux comparables à des balles de tennis, et ce malgré un poids pouvant parfois atteindre les 80 tonnes. À l'opposé, le cerveau de Sapiens est déjà bien plus grand que ça. Genre, littéralement, celui-ci 8 à 10 fois plus volumineux qu'une balle de tennis. Donc à première vue, les sauropodes devaient avoir l'esprit aussi affûté qu'une bille. Je pense qu'on peut exclure tous ces dinosaures de notre expérience, aussi bien les ornithischiens que les sauropodes, qui en général devaient avoir une intelligence plus comparable aux reptiles modernes qu'aux mammifères. Et encore. Et d'une certaine façon, ça fait plutôt sens, car les cerveaux demandent beaucoup d'énergie à créer et à utiliser. Alors dans un monde où des monstres carnivores géants vous pourchassent en permanence, mieux vaut mettre ses points de stats en force et en endurance plutôt qu'en intelligence. Par exemple, quand on est un ankylosaurus, avec une armure digne d'un char,
et une boule de démolition au bout de la queue, on n'a pas vraiment besoin d'être l'ampoule qui brille le plus fort. Cela dit, certains au sein de ce groupe n'étaient pas forcément les couteaux les moins affûtés du tiroir, avec aussi bien des sauropodes que des hadrosaures utilisant des pierres. Enfin, dans une certaine mesure en tout cas. Des fossiles ont été retrouvés avec des gastrolites dans leur région stomacale, ce qui signifie qu'ils avalaient des cailloux pour aider à la digestion. Mais bon, c'était sans doute plus un comportement instinctif qu'un choix issu d'une réflexion. Mais là où ça devient intéressant, c'est avec les théropodes, le troisième grand groupe de dinosaures qui était majoritairement constitué de carnivores et semblait avoir développé une intelligence bien plus grande que leurs cousins. En moyenne, ils avaient un cerveau bien plus grand par rapport à leur corps et plus de neurones aussi. Mais tout comme les théropodes par rapport aux sauropodes et aux ornithischiens, ils n'étaient pas tous égaux entre eux non plus. Au sein des théropodes, il existait deux grands groupes, certes paraphylétiques, mais intéressants à étudier, les célurosauriens et les carnosaures. Ceux qui vont vraiment nous intéresser aujourd'hui sont plutôt les célurosauriens, qui englobent généralement tous les théropodes plus proches des oiseaux que des carcharodontosaures. En effet, ce sont eux qu'on considère comme les Einstein des dinosaures, avec de loin le plus grand nombre de neurones, et cela devint un élément central autour du débat sur l'utilisation d'outils par les dinosaures. En effet, il n'y a pas si longtemps, une étude sur le dinosaure le plus connu, le King, montra que d'après un endocaste particulièrement bien conservé, ce bon vieux Rex était sacrément bien équipé niveau cerveau. On estime qu'il avait plus de 3000 millions de neurones, lui donnant plus de 10 fois la puissance de calcul des sauropodes, ceux-ci souvent bien plus gros, comme le Brachiosaurus. Mais le plus intéressant est qu'il en avait aussi plus qu'un babouin, qui lui a déjà été observé en train d'utiliser des outils, notamment des pierres pour ouvrir des fruits à coque. Ce qui amena ces chercheurs à affirmer que le T-Rex avait ce qu'il faut, du moins au niveau cérébral, pour imaginer ses propres outils, résoudre des problèmes complexes, et même, accrochez-vous bien, développer diverses cultures. Surtout quand on prend en compte leur longévité, ce qui leur aurait permis de vivre suffisamment longtemps pour transmettre des informations de génération en génération. Aurait-il pu y avoir de véritables tribus de T-Rex ? Avouez, c'est quand même plutôt stylé, pas vrai ? Bon, bien sûr, cette étude proposa des théories novatrices, on va dire, et la plupart des autres paléontologues n'accrochent pas du tout à cette idée. Car en effet, posséder beaucoup de neurones ne garantit pas être un génie non plus. Voyez-vous, c'est loin d'être aussi simple, avec notamment la localisation des neurones, la vitesse de connexion, et bien d'autres facteurs qui jouent un rôle majeur dans ce qu'on appelle la réflexion. Dans le cas du T-Rex, beaucoup pensent que ce grand nombre de neurones servait surtout à surbooster ses sens, comme son odorat extraordinaire, plutôt qu'à créer des outils ou discuter philosophie. Et puis bon, on va pas se mentir, les tyrannosaures en général n'étaient pas vraiment bien équipés pour manier des outils de toute façon. Ces tout petits bras auraient rendu très difficile la manipulation d'objets, tandis que ses grandes dents et ses immenses mâchoires n'avaient rien de subtil, et étaient plus là pour pulvériser ses victimes plutôt que pour fabriquer des trucs. Alors ça n'engage que moi, mais je pense que c'est franchement exagéré de croire qu'un tyrannosauridé aurait pu atteindre un âge de pierre. Cela dit, les tyrannosaures n'étaient pas les seuls théropodes, loin de là. Ils n'auraient de toute façon pas été les meilleurs candidats pour l'utilisation d'outils. Mais d'autres familles avaient non seulement de meilleures caractéristiques physiques pour une potentielle manipulation d'objets, mais avaient aussi des cerveaux plus impressionnants, avec un rapport cerveau-corps encore plus élevé que le T-Rex. Cela s'applique surtout aux petits théropodes du Crétacé supérieur, comme les droméosaures, pouvant avoir un quotient d'encéphalisation atteignant 5,8, ce qui les place au même niveau que de nombreux mammifères prédateurs, comme certains chiens ou les chats domestiques, qui peuvent se montrer assez malins quand ils veulent. Mais contrairement à ce qu'on voit avec les raptors de Jurassic Park, ce groupe n'était probablement pas suffisamment intelligent pour comprendre comment ouvrir des portes. Car oui, cela peut peut-être vous surprendre, mais les droméosaures ne sont pas considérés comme les dinosaures les plus intelligents. Ce titre revient généralement à d'autres théropodes, souvent plus petits, avec des quotients d'encéphalisation encore plus élevés, les troodontidés, les ornithomimidés et les archéoptérygidae. On note d'ailleurs une certaine tendance. Plus un dinosaure non avien se rapproche des oiseaux, plus il semblait être intelligent. Dans l'ensemble, ces petits théropodes avaient des cavités crâniennes et des queues nettement plus grands que leurs cousins, ce qui suggère qu'ils étaient véritablement surdoués si je puis dire. Les troodontidés en particulier, apparus au Jurassique tardif, attirèrent beaucoup l'attention des chercheurs, certains genres montrant des signes prometteurs pour l'apparition d'une culture ou d'une technologie.
Il existe même des preuves reflétant le fait qu'ils étaient bien plus malins que les autres dinos. Chez le Lateni venatrix par exemple, les nids semblaient montrer une plus grande complexité que ceux des autres dinosaures, avec même des traces de manipulation complexes, utilisant la terre pour créer des structures assez particulières. Certains indices montrèrent aussi un rendement métabolique assez similaire à celui des oiseaux modernes, signe qu'ils leur ressemblaient beaucoup dans certains aspects et avaient donc un niveau d'intelligence comparable. Mais ce n'est pas tout, car ils possédaient aussi des mains extrêmement habiles, avec des bras relativement longs et 3 doigts bien développés. Donc s'il y avait bien un dinosaure qui aurait pu utiliser les outils, cela devait être un troodontidé. D'ailleurs, un certain paléontologue, Dale Russell, alla même jusqu'à spéculer que si un dinosaure comme le troodontidé Stenonychosaurus n'avait pas disparu lors de l'extinction du Crétacé, ses descendants auraient peut-être évolué pour devenir l'équivalent dinosaurien de l'être humain, donnant naissance à l'espèce hypothétique connue sous le nom de dinosauroïde. Alors bien sûr, cela fit lever quelques sourcils, mais c'est une expérience de pensée très intéressante qui montre à quel point les paléontologues pensent que les troodontidés et d'autres petits théropodes étaient bien plus intelligents que le reste de la bande. Malheureusement, peu importe ce qu'on apprendra sur la structure cérébrale ou l'anatomie des dinosaures, il sera toujours extrêmement difficile, voire impossible, de dire si une créature du Mésozoïque utilisait vraiment des outils en pierre. Car comme mentionné plus tôt, préserver un seul os est difficile, alors imaginez des preuves d'utilisation de pierre il y a des dizaines de millions d'années. Mais si vous avez bien suivi, vous auriez remarqué que j'ai oublié un dernier groupe de dinosaures. Des créatures qui utilisent et utilisèrent bel et bien des outils en pierre dans leur histoire. Je veux bien sûr parler des derniers dinosaures vivants, les oiseaux. Peu importe la diversité des dinos, ils semblent être les plus intelligents de tous. Pour tout vous dire, certains oiseaux comme les corvidés et les perroquets montrent des facultés cognitives égales à celles des grands singes, notamment les chimpanzés. Une étude de l'université de Boston alla même jusqu'à étudier celle des grès du Gabon et proposa que cet animal aurait une intelligence comparable à celle d'un enfant de 6 ans, du moins dans certains domaines. Mais tout comme les dinosaures non-aviens, tous les oiseaux ne sont pas au même niveau. Il semble en effet que les corvidés, les grands perroquets et certains vautours soient les dinosaures les plus intelligents de tous les temps, avec une densité de neurones plus élevée dans leur pallium que chez les autres oiseaux. Couplé à ça, ceux ayant des périodes de développement plus longues et des niches écologiques plus complexes ont aussi été associés à une intelligence accrue. Après, si on regarde l'ensemble des dinosaures aviens, on remarque des comportements assez remarquables, avec par exemple l'utilisation de surfaces dures pour y laisser tomber des proies et briser leur carapace. Et le plus cool dans ce cas précis, c'est qu'ils sont même capables de choisir quel type de surface utiliser selon le type de carapace ou de coquille à briser. En plus de cela, vous avez aussi des oiseaux ayant été observés utilisant des épines pour empaler des proies, des morceaux de bois comme sondes pour les termitières, etc. etc. L'utilisation d'outils chez les oiseaux est d'ailleurs un domaine de recherche très à la mode. Et je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais retenez qu'ils sont bien plus malins que les mammifères. Et du coup, comment s'en sortent-ils avec les outils en pierre ? Écoutez, remarquablement bien pour le coup, car plusieurs genres ont été documentés utilisant des pierres pour des tâches complexes. Par exemple, les motte-mottes de Trinidad utilisent des pierres posées sur les sols forestiers comme sorte d'enclume, leur permettant de briser les carapaces d'arthropodes ou d'escargots. Plus impressionnant encore, vous avez les vautours percnoptères, qui sont considérés comme des utilisateurs actifs d'outils en pierre, ayant appris à saisir des rochers avec leur bec pour casser l'épaisse coquille des œufs d'autruche. Chez les corneilles, vous avez peut-être déjà vu des vidéos où on les voit placer des pierres dans divers récipients remplis d'eau afin d'en élever le niveau et ainsi pouvoir récupérer une friandise. Pour tout vous dire, les corvidés sont allés encore plus loin, avec certaines espèces ayant été observées en train d'utiliser des pierres comme armes, les lâchant sur des chiens pour montrer qui est le patron. Ces oiseaux ont aussi montré une forte compréhension de la fonction des outils fabriqués par l'homme après les avoir vus être utilisés. Et ce n'est pas un épiphénomène, car plusieurs corvidés ont appris à fabriquer des outils en observant les nôtres, puis ont ensuite enseigné la fabrication de ceux-ci à leurs congénères, transmettant cette information de génération en génération. Or, c'est véritablement ce transfert d'informations qui est considéré par les scientifiques comme la base de toute technologie. Et même si on ne parle pas forcément d'outils en pierre,
Un autre grand accomplissement des corvidés est la fabrication de crochets à partir de brindilles, notamment utilisés pour attraper des larves. La raison pour laquelle cette invention est importante, c'est que cette technologie apparut chez l'homme bien après les premiers outils en pierre. En effet, les restes d'outils crochus n'apparaissent qu'il y a 90 000 ans, soit durant le dernier tiers de l'histoire d'Homo sapiens. Alors qui sait, peut-être que les dinosaures sont en train de rattraper leur retard. On pourrait même ajouter que les oiseaux nous talonnent, avec les plus intelligents capables dans certains cas de fabriquer des outils à partir de plusieurs éléments. Une étape nécessitant une intelligence extraordinaire, bien supérieure à l'utilisation d'une simple pierre ou d'une brindille. Donc, avec tout ça mis bout à bout, certaines personnes affirment que les oiseaux sont bel et bien entrés dans leur propre âge de pierre, ou du moins dans une nouvelle ère technologique. On proposa même l'hypothèse que si les grands singes venaient à s'éteindre, dont l'homme, et que les oiseaux survivaient à travers le temps, ce seraient peut-être eux qui créeront les prochaines civilisations. Et outre leur super cervelle de moineau, ils possèdent aussi d'autres facteurs jouant en leur faveur, tels qu'une assez grande longévité, des liens sociaux très forts, une flexibilité comportementale, une communication complexe, la capacité de résoudre des problèmes, etc., etc. Alors tout ça bien sûr n'est qu'une expérience de pensée, mais ce serait amusant d'imaginer un monde où les oiseaux seraient devenus les espèces les plus intelligentes. Un monde où les dinosaures règnent à nouveau. Mais bon, pour que cela arrive, un certain primate doit d'abord disparaître. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux Eaux perdues.